Donc, dans le contexte des politiques européennes en matière d'énergie et de climat, le rôle du bâtiment va devenir très important, notamment à travers la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Et en France, la traduction nationale de cette directive va amener à une définition, un nouveau cadre pour la construction de bâtiments neufs, à savoir le bâtiment à énergie positive. Alors, dans l'attente d'une définition officielle d'un bâtiment à énergie positive, souvent, l'énergie positive correspond à un bâtiment qui produit plus d'énergie primaire qu'il n'en consomme sur une année. Concevoir de tels bâtiments devient un problème d'optimisation assez complexe pour les concepteurs, car ils vont devoir considérer et optimiser de manière conjointe des critères énergétiques, des critères environnementaux et des critères économiques. Alors, pour résoudre ces problèmes d'optimisation, il est nécessaire de mettre en place des outils d'aide à la décision pour l'éco-conception des bâtiments. Ces outils vont permettre de répondre à différentes questions que l'on peut se poser lors de la conception de bâtiments à énergie positive, à savoir jusqu'où faut-il investir dans l'enveloppe du bâtiment et à partir de quand il devient le plus intéressant d'améliorer l'efficacité des systèmes ou augmenter la production d'énergie renouvelable, tout en minimisant le coût et l'impact environnemental du bâtiment. Pour résoudre ce problème d'optimisation, les méthodes par hybride génétique ont été choisies. Le bâtiment est modélisé par un chromosome dont chaque gène représente ses caractéristiques, c'est-à-dire épaisseur de l'isolation d'un mur, surface vitrée par façade ou encore nombre de panneaux photovoltaïques. Ensuite, pour chaque gène, différentes allèles sont définies correspondant aux différentes caractéristiques, à savoir par exemple 10, 15 ou 20 cm d'épaisseur pour l'isolation des murs. Alors parmi les algorithmes génétiques, l'algorithme génétique NSGA2 a été utilisé. Alors, sa principale caractéristique, c'est son principe de fonctionnement repose sur une boucle générationnelle, c'est-à-dire qu'on initialise une population de manière aléatoire, par exemple 200 individus. Parmi cette population, nous allons sélectionner un certain nombre d'individus selon leurs critères de performance. Ces individus vont pouvoir se reproduire, on appelle ça des individus parents, et ils vont pouvoir générer, par des mécanismes de croisement et de mutation, de nouveaux individus, appelés des individus enfants. Ensuite, ces enfants, leurs performances vont être évaluées, et on va pouvoir déterminer la population à la génération suivante par une sélection à l'intérieur de la population des parents et des enfants pour créer la nouvelle génération. Cette méthodologie, cet outil, a été appliqué sur un cas d'étude correspondant à 2 immeubles R+3 de 17 logements, chacun construit à Jacob-el-Combette en Savoie. Alors l'objectif de ce cas d'étude était de minimiser conjointement les émissions de gaz à effet de serre et le coût de construction sous une contrainte de bilan énergétique positif. On peut présenter les résultats de l'optimisation, à savoir le front de Pareto optimal, front de Pareto final trouvé par la optimisation au bout de 30 générations, qui est ici modélisé par des ronds verts. On peut ainsi constater que l'algorithme d'optimisation s'est concentré dans un espace restreint de l'espace de recherche initial. Pour aider le concepteur dans ses choix, quelle information on peut extraire de ces fronts de Pareto? Alors, une des premières solutions est que, avec le front de Pareto, le concepteur dispose d'un ensemble de solutions non dominées et qui, à partir de ces différents arbitrages, il peut choisir la solution qui respecte le mieux ses besoins. Par exemple, s'il se fixe un coût à respecter, par exemple 40 € par mètre carré par rapport au cas de base, il va pouvoir trouver, grâce au front de Pareto, la solution non dominée la plus performante qui respecte ce budget. À savoir ici, une solution qui permet de réduire de l'ordre de 23% les émissions de gaz à effet de serre. Un deuxième type d'information est qu'on peut évaluer statistiquement les caractéristiques des solutions du front de Pareto. Et voir si de grandes tendances peuvent se dégager. Par exemple, pour le cas des équipements, on peut constater que pour la surface de modules photovoltaïques, il existe un compromis, c'est-à-dire entre 65 m² et 100 m² de panneaux solaires photovoltaïques, mais qu'au minimum, on doit avoir installé 65 m² de panneaux solaires. De la même façon, pour le type de vitrage, il existe également un compromis avec 48% de triple vitrage en façade nord. A l'inverse, pour le type de ventilation, il y a l'existence d'une solution privilégiée avec l'utilisation systématique d'une ventilation double flux. C'est-à-dire que si le concepteur choisit dans sa conception de bâtiment d'utiliser une ventilation simple flux, on sera sûr que cette solution se fera sous-optimale. Enfin, dernière information qu'on peut extraire du front de Pareto, c'est de le parcourir d'une extrémité à l'autre. C'est-à-dire le parcourir dans le sens d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui correspond aussi à le parcourir dans le sens d'une augmentation des coûts de construction.
On peut ainsi constater deux pentes caractéristiques, à savoir la pente A et la pente B. Et quand on analyse les solutions qui appartiennent soit à la pente A, soit à la pente B, on peut en conclure, par exemple, que pour la pente A, les premiers euros investis le sont dans l'isolation des murs et des planchers, ce qui permet de réduire significativement les émissions de CO2. Enfin, ensuite, concernant les solutions appartenant à la pente B, on peut voir que toutes ces solutions présentent une isolation forte, de triple vitrage au nord, et aussi également une augmentation de la surface vitrée au sud. Et enfin, de manière plus globale, le nombre de panneaux photovoltaïques s'adapte au cours des différentes solutions pour respecter la contrainte à énergie positive. Alors, en conclusion, différentes conclusions peuvent être faites. Tout d'abord, les travaux ont permis de contribuer au développement d'une aide à la décision opérationnelle et robuste pour les conceptions de bâtiments à énergie positive, qui est basée sur une plateforme multi-outils innovante qui permet d'intégrer dans une même structure logicielle des méthodes d'optimisation, d'analyse de sensibilité et d'incertitude, mais également des outils, donc des outils d'analyse énergétique ou d'analyse environnementale. Ces outils ont été appliqués sur différents cas d'études, à savoir ici sur des logements collectifs, mais également sur le cas de maisons individuelles, dans le cas des travaux de thèse de Thomas Recht. Ensuite, l'utilisation des outils de simulation et d'optimisation n'est pas une fin en soi, mais permet d'accompagner les concepteurs dans leur prise de décision. En effet, nous faisons face à des problèmes décisionnels complexes, avec de nombreux critères à respecter, de nombreuses incertitudes, des contraintes fortes et des orientations contradictoires entre les différents décideurs. Et donc nécessaire d'utiliser des méthodes d'aide à la décision. Ces méthodes d'aide à la décision, pour être appliquées, nécessitent de disposer au préalable d'un ensemble de solutions efficaces pour pouvoir les appliquer. Et ces solutions efficaces peuvent être trouvées avantageusement par l'optimisation multicritère. Et enfin, il ne faut oublier la valeur multidimensionnelle des bâtiments, c'est-à-dire l'importance d'une collaboration entre architectes et ingénieurs. En effet, l'outil d'optimisation et le concepteur vont interagir de manière itérative pour explorer de la manière la plus pertinente possible le champ des possibles. Concrètement, par exemple, l'outil peut orienter les choix de l'architecte, et à l'inverse, l'architecte, en établissant un cahier des charges rassemblant l'ensemble des contraintes et des degrés de liberté du projet, va permettre de réduire significativement l'espace de recherche que l'algorithme d'optimisation va devoir parcourir.